Bonjour Claude Abromont, Bonjour Jeanne. merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi sur ma chaîne. C'est un plaisir d'être invité ici. Bah non, c'est un plaisir, un honneur pour moi parce que j'ai étudié avec tes ouvrages depuis de nombreuses années et je les recommande aujourd'hui à mes élèves. Donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Claude Abromont, je vais te présenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu n'es pas violoncelliste? Pas du tout. Voilà, donc pas encore. Oh, pas encore, mais je peux m'y mettre. Donc, Claude, tu es un pédagogue éminemment reconnu au niveau de l'analyse de la théorie musicale et notamment ce qui t'a rendu vraiment célèbre dans le monde de la musique classique, c'est la vulgarisation de tes ouvrages dédiés au solfège, à l'analyse, aux commentaires d'écoute. Et donc, ton travail est vraiment exceptionnel et je l'utilise vraiment chaque jour pour mes élèves. Donc voilà, encore merci d'être là. Ça fait plaisir d'être lu et de servir. Le but, c'est d'être utile quand on fait des livres comme ça. Absolument. Donc, Claude, on va parler de tout ça, mais ce que je te propose, c'est déjà de nous parler un petit peu de comment tu as découvert la musique et qu'elle a été ton parcours pour te mener jusqu'à la publication de tous ces ouvrages. Mais le parcours est un peu à l'inverse de beaucoup de mes collègues dans la musique classique. Parce que moi, je suis parti du rock. J'étais un guitariste, guitare héros avec les gros solos, pédale wah-wah, etc. Et j'ai fait un groupe vers 13-14 ans avec des amis. On s'amusait bien, c'était assez sympathique. C'était 10 Years After, Deep Purple, les Beatles. C'était mon répertoire. Et il s'est trouvé un choc à 15 ans. L'inverse, j'ai rencontré Pierre Boulez, la musique de Pierre Boulez. À ce moment-là, il était parti déjà en Allemagne, c'était vraiment un immense chef d'orchestre, et il dirigeait dans le monde entier, mais il s'était installé en Allemagne, il avait quitté la France un peu avec fracas. Et il y avait des concerts tous les lundis soirs au Théâtre de la Ville, de la musique contemporaine. Et j'ai découvert ça à 15 ans, et ça a été un choc. Je ne connaissais pas Mozart, je ne connaissais pas Beethoven, je ne connaissais pas Bach, mais je connaissais Boulez, Ligeti, Stockhausen, et j'ai découvert cette musique-là. Et je me suis dit, je veux faire de la musique mon métier. J'arrête de rigoler, je bosse. Et donc il fallait rattraper, parce que moi j'étais avec d'autres élèves qui avaient commencé à 5 ans, à 6 ans, qui étaient très très forts. J'ai pris des cours, j'ai travaillé, et j'ai réussi à rentrer au conservatoire, par les petites portes, parce que c'était un circuit particulier, par les classes d'histoire de la musique. Ça permettait de rentrer, après de faire les classes d'harmonie. Et après j'ai fait les grandes classes, j'ai fait la classe d'analyse. Et donc j'ai remonté l'histoire de la musique, petit à petit. Je me suis dit, tiens, il y a comme des trucs marrants au 19e siècle. Alors j'ai écouté quoi, la musique romantique. Et j'avais plein de clichés sur la musique précédente. Je pensais que c'était très mathématique, Bach, tout ça. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Et après j'ai remonté, Moyen-Âge. Maintenant je me passionne pour la préhistoire. Les paléomusicologues sont extraordinaires. Ils prennent une feuille et puis ils en font de la musique. Donc voilà, j'ai vraiment fait un parcours complètement à l'envers. Mais c'est pas mal finalement, parce que finalement on découvre tout avec l'œil d'aujourd'hui. Ce qui fait que j'avais vraiment une écoute j'ai envie de dire, de quelqu'un de son temps, parce que parfois certains musiciens classiques, pas tous, mais sont un peu hors sol, n'écoutent que de la musique classique, et s'arrêtent très tôt au début du XXe siècle. Après, pour eux, ça ne les intéresse plus. Finalement, ils ne connaissent pas le monde dans lequel on vit. Alors, moi, c'est le contraire. J'étais vraiment dans le monde actuel et progressivement, je l'ai enrichi avec des découvertes musicales. Mais j'avais comme une famille où il y avait de la musique. J'avais une grand-mère concertiste qui avait été élève à Vienne au début du XXe siècle. Donc j'avais comme quelques éléments de musique classique dans la famille, mais qui s'étaient éloignés. Alors après, la composition musicale, il n'y avait rien d'autre, c'était composer. La musicologie, je trouvais ça totalement inintéressant, c'était vraiment composer. Et au bout d'un moment, peut-être que j'étais pas assez doué, je ne sais pas, probablement, j'ai arrêté de composer et je me suis mis à enseigner. Et j'ai commencé à aimer ça. Et donc j'ai vraiment enseigné. Alors là, j'ai connu toutes les étapes, depuis les petits conservatoires, conservatoire de région, puis le CNSM à Paris. Donc vraiment, pareil, là je l'ai fait en fait dans l'ordre. J'ai commencé par les gens qui voulaient apprendre la musique en amateur, jusqu'à former vraiment de grands professionnels, comme au Conservatoire de Paris. Ça, c'était donc la fin. Et
en même temps, je gardais un peu un esprit un peu différent, je pense, de beaucoup. J'avais pas envie de cases. Et je me disais, finalement, on fait des cases dans la musique. On va, d'une part, s'intéresser à l'harmonie, d'autre part au contrepoint, d'autre part à la formation musicale, d'autre part à la théorie, jouer. Alors qu'avant, tout ça c'était mélangé, tout le monde faisait tout, il n'y avait pas toutes ces spécialisations, hyper spécialisations. Et je me suis dit que finalement dans la pédagogie, il n'y a aucune raison de trop viser un cœur de cible, comme on dit aujourd'hui, mais au contraire d'ouvrir. Et je me suis lancé dans un premier projet, ça devait être vers 1998 à peu près, c'était un CD-ROM. Je voulais faire un CD-ROM pour présenter la théorie de la musique, où justement tout serait mis en lien, l'écoute, la compréhension, les gens qui ont fait la théorie, parce que souvent on parle de théorie comme si c'était quelque chose qui était tombé du ciel, alors qu'en fait c'est chaque fois lié à une époque, lié à des créateurs, lié à des musiques. Et donc je suis parti sur un immense CD-ROM. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais j'ai quand même tenté l'aventure de contacter des éditeurs. Alors je dis ça au pluriel, parce que j'étais un peu fou, je me disais, mon projet, il faut plusieurs éditeurs, ça ne marchera jamais avec un seul. Donc je vais voir Fayard, qui est comme le plus gros des éditeurs, mais lui qui était plutôt dans le côté livre sérieux, écrit, pas trop la pédagogie, c'était pas vraiment son histoire. Et je leur dis, j'aimerais bien faire ce projet avec vous, mais il faut d'autres éditeurs pour la partie pratique, la partie pédagogique. Et à ma grande surprise, ils me disent, mais pourquoi pas? On peut s'associer avec un autre éditeur. J'ai réussi un coup, on va voir, on va tenter. Et là, je commence à contacter les éditeurs spécialistes de pédagogie. Je ne donnerai pas de nom, mais la plupart m'ont pris de haut sur comment nous associer avec quelqu'un, mais nous sommes assez grands, etc. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas été chez le plus grand, qui est Henri Lemoine? Je lui envoie mon projet, réponse, mais direct, rendez-vous, alors là, et je lui explique mon projet, je lui dis, à mon avis, il faudrait 2 pour faire ça. Et je le vois réfléchir, vous ne croyez pas qu'il faudrait 3? Et je me suis dit, là, j'ai rencontré le vrai partenaire. Donc on est resté à 2, c'était Lemoine, Fayard. Et ça m'a permis de jouer sur tous les tableaux. Parce que quand j'avais quelqu'un chez Fayard qui me disait, vous ne croyez pas qu'il y a trop de théorie, trop de pratique dans ce que vous faites? C'est pas assez littéraire. Oui, mais c'est Pierre Lemoine qui veut que je mette les choses pratiques. Et quand Pierre Lemoine me disait, vous ne trouvez pas que vous parlez un petit peu trop de théoriciens, d'histoire? Oui, mais c'est Fayard qui veut. Ce n'était pas vrai du tout. Mais ça m'a permis de faire mon projet exactement comme je le voulais. Et à ce moment-là, tout le monde me dit, mais ça ne marchera jamais. Parce que tu n'as pas ciblé, tu parles à la fois des débutants, à la fois des gens qui sont très forts, tu t'occupes de toutes les époques, tu parles de musique contemporaine, de musique ancienne. Ça ne marche pas comme ça, il faut savoir à qui on s'adresse quand on écrit un livre. Je dis, on va essayer. Et ils ont accepté qu'on essaye, et alors, je crois que je ne rencontrerai plus jamais un accueil comme j'ai eu avec ce livre-là. On est en 2001. Ça a été, mais les chiffres de vente ont été fous, ça n'existe plus comme ça, des chiffres pareils. Et surtout, j'ai rencontré des gens, après, passionnés de tous les mondes, de tous les milieux, donc c'est exactement ce que j'espérais. Déjà, waouh, de ton parcours, c'est incroyable, vraiment, mais c'est... Et puis, je comprends maintenant, je connecte un petit peu les liens de voir vraiment l'incroyable valeur de ton travail par rapport à ton parcours, que je ne connaissais pas dans cette précision. Donc, vraiment, merci de partager ça. Et c'est vrai que tu as entièrement raison, ce livre, je l'ai utilisé à toutes les époques de ma carrière, quel que soit mon statut, élève peu avancé, pré-professionnel, professionnel, enseignante. Et aujourd'hui, je vois donc des amateurs, des débutants qui l'utilisent. Le principe, pour moi, mais dans tous les livres, et alors j'ai des livres qui sont plus sectorisés, j'en ai qui sont vraiment pour des musiciens très avancés, d'autres qui sont beaucoup plus pour le mélomane. Donc à ce moment-là, là je sais à qui je m'adresse, il y a des choses assez précises. Mais quel que soit le livre, le principe, c'est que je dois donner tous les outils. Mon objectif, c'est de ne pas thésauriser, de me dire je vais me garder ça sous le coude pour... je veux que la personne elle ait toutes les clés pour s'en sortir par elle-même, y arriver. Et donc c'est un principe. Et là, il y a énormément d'outils, de tableaux. Il y a des tableaux qui m'ont coûté un travail
hallucinant, notamment sur les signes anciens, enfin des choses comme ça. Parfois, j'allais voir des spécialistes, parce qu'on ne sait pas tout, hein, donc on n'est jamais spécialiste de tout. Donc j'ai notamment contacté Brice Pauset, qui est un formidable compositeur, mais qui est aussi pianofortéiste, qui connaît très bien l'ornementation ancienne, voilà. J'ai été voir des spécialistes aussi, et j'ai fait des tableaux synthétiques, je pense assez utiles, parce que y a tout dedans, donc voilà, c'est un peu l'objectif. Bah oui. Par exemple, accordage tempérament, Ouais. il y a des choses qu'on ne trouve pas partout. Il y a des tables sur l'ornementation, là c'est toute la partie des comas. Il y a alors, toute l'histoire de la notation, Oui. où il y a pas mal de schémas aussi, D'accord. on voit les nœuds, on voit comment ça s'organise. Parce que l'histoire de la notation, c'est vraiment une aventure particulière, hein, parce que c'est vraiment, on pourrait écrire presque un roman de l'histoire de la notation, parce que on a une course-poursuite. En gros, les premières notations, elles arrivent vers le 9e siècle. Et le but est uniquement de mémoriser ce qu'on connaît. Hein. Le but, c'est on n'écrit pas de la musique. Hein. Ce n'est pas les compositeurs qui notent, c'est les copistes. Et le but, c'est on a fait tel voyage, on a entendu telle musique, on en garde une trace d'une musique qu'on a déjà entendue. On ne pourrait pas les lire, ces notations-là. Et petit à petit, on se dit, mais finalement, on va essayer de noter la création, pas que ce qui existe. Et puis chaque fois, les compositeurs, ils innovaient. Et la notation n'était pas capable de noter l'innovation. La plus amusante, c'est quand... Je parle de la musique savante, là. En danse, c'est tout à fait différent. C'était pas noté, donc on ne sait pas, mais on peut tout imaginer. Mais pour la musique savante, toutes les musiques jusqu'au XIIe siècle, inclus, sont à 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a une division du temps ternaire. Sacré, c'est religieux, bon, il faut que ça soit ternaire. Et vers le XIVe siècle, ils introduisent la musique en division binaire du temps. Mais la notation ne le permet pas. La notation ne permet que de noter la musique ternaire. Alors ils vont se dire, mais comment on va faire? Alors c'est tellement drôle. Il y a un cas où ils ont imaginé utiliser la couleur. Donc quand c'est rouge, c'est binaire, quand c'est noir, c'est ternaire. D'autres, ils se sont dit, et si on évidait les têtes de notes? C'était la notation carrée avec des gros pavés pleins d'encre. Et donc ils se sont mis à éviter, à dénigrer. C'était l'époque du dénigrement systématique qui a commencé à ce moment-là. On enlevait le noir des têtes de notes. Et donc quand c'était dénigré, ça devenait moins bien, ça devenait binaire. Le sens d'un terme qu'on connaît pour d'autres choses. Hein. Ah oui. Parce que moi, je connaissais le sens de tempus perfectum et imperfectum. Si on enlève, enfin, si on tronque le cercle et qu'on enlève le point. C'est la troisième solution. Okay. C'est la solution qui est restée, que l'histoire de la musique a gardée. C'était la moins, j'ai envie de dire, bidouillage de notation. Mais c'est pour donner. Là, ils ont eu l'idée de mettre un signe pour indiquer. Et c'est devenu les chiffres de mesure pour la suite. Mais au départ, il fallait qu'ils trouvent une méthode. Et donc, parfois, à 20 ans près, le même signe n'a pas la même signification quand on veut regarder la notation ancienne. Parce que chaque génération a envie de faire une nouvelle musique, d'inventer quelque chose. Et alors derrière, ils rament pour essayer de trouver la notation pour le rendre. Et en gros, la notation, ça se stabilise très tardivement vers la Renaissance. Jusque-là, ça évolue. Et après, il y a encore des compositeurs qui tentent de changer la notation. Je pense à Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui a inventé une notation musicale. Tout un système avec des chiffres. En gros, il note les notes de la gamme de 1 à 7. On a un chiffre qui dit à quelle octave on est. Un chiffre pour l'altération. Donc comme ça, si on fait 1-3, on sait qu'on fait une tierce. 2-4, on fait une tierce. Il disait c'est plus pratique. Alors, quiz, est-ce que ça a marché comme système? Je crois pas. Eh bien si. Ah bon? Mais pour la musique chinoise. La notation chinoise est aujourd'hui notée dans le système de Rousseau qui est parfait pour la musique monodique et pentaphonique notamment. Non, chez nous ça n'a pas marché parce qu'en fait c'était une notation qui ne permettait pas de noter la musique de son ennemi Rameau, qui était trop compliquée, donc il avait trouvé une notation, on pouvait noter sa musique à lui, pas celle de son ennemi. Mais par contre ça s'est exporté et ça a été, il y a eu beaucoup de voyages à cette époque-là et donc les Chinois ont dit mais c'est fabuleux ce système. Et donc maintenant, il y a des élèves qui m'ont apporté de Chine des livres de solfège chinois écrits avec la notation de Rousseau. D'accord. Voilà, donc c'est une vraie aventure avec la notation. Et là, j'ai tenté, il y a ça dedans, hein, il y a un exemple, voilà, j'ai essayé vraiment de donner plein
plein de choses, parce que c'est vraiment amusant aussi, d'une certaine façon. Il y a un livre exceptionnel sur l'histoire de la musique polyphonique à partir du 9e siècle. Là, il s'appelle Willy Appin, celui qui a écrit ce livre, c'est chez Mardaga. Et alors là, c'est vraiment, ça vaut des sudoku, hein, c'est vraiment très très extraordinaire. Il donne des facsimilés d'époque, c'est-à-dire comment c'était noté à l'époque, les règles pour arriver à le transcrire en notation moderne. Lui, il a fait le début, mais il n'a pas fait la fin. Donc on a vraiment des petits jeux pour le XIIIe siècle, pour le XIVe, etc. On peut passer des vacances, vraiment essayer de transcrire des musiques anciennes, c'est vraiment amusant. Voilà. Et tu disais que la notation s'est stabilisée vers la Renaissance, mais moi je trouve qu'il y a des exemples même plus tardifs où le fait d'avoir par exemple des 3-2 qui sont devenus des 3-4 et que il y a beaucoup de choses vers la Renaissance mais même début baroque où parfois je dois, c'est compliqué de travailler avec des carrés, des rondes qui vont vite en fait parce que la notation a continué à se raccourcir, mais donc c'est même ça empiète même sur le 17e. Ah, tout à fait. Mais quand on voit la notion de partition, c'est-à-dire la notation où les différentes voix sont écrites les unes au-dessus des autres. Ça nous paraît une évidence aujourd'hui de partition d'orchestre, on note ça. Mais au départ, les compositeurs composaient les voix les unes après les autres, et parfois séparées. Et il n'y avait pas de partition, au sens moderne, où toutes les voix étaient superposées. Et ça va jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les premières partitions, ça arrive vers Gabrieli, vers fin du XVIe, début du XVIIe. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison, ça évolue encore longuement. Et quand on voit les premières partitions de l'époque baroque, même des tardives parfois, c'est extrêmement dur pour nous à déchiffrer, parce qu'ils n'écrivent pas les notes les unes en dessous des autres. Quand ils ont envie de mettre une ronde, je trouve que c'est plus joli de la mettre au milieu de la mesure. Ce qui fait que ça commençait là, mais là, pouf, il fallait jouer cette note déjà à ce moment-là. Cette idée de synchronisation des parties, nous, ça nous paraît absurde de mettre la note qui arrive en même temps que l'autre bien après. Voilà. Donc ça arrive encore pendant l'époque baroque, ça arrive très tardivement. Et alors après, les notions de silence, etc., il y a énormément de choses qui n'étaient pas écrites, mais qu'il fallait faire. Et qu'on a commencé à être, j'ai envie de dire, hyper rigoureux vers l'époque romantique, pas avant le XIXe siècle. Avant, il y avait beaucoup d'improvisation aussi, il ne faut pas oublier ça. Nous, on a une idée, quand on joue ce répertoire-là aujourd'hui, d'être aussi rigoureux quand on joue une pièce du XVIIe siècle que quand on joue une pièce contemporaine, mais ça n'a pas de sens. Ce qui est sur la partition n'est pas forcément exactement ce qu'on doit jouer. Je pense que tu ne me contrediras pas. Oui, absolument. On rajoute de l'ornementation, de l'improvisation, des cadences. Enfin, il y avait énormément de choses qui n'étaient pas notées. Moi, j'ai toujours en tête cette lettre de Mozart à son père. Il devait être à Paris à ce moment-là. Il lui envoie la partition d'un concerto qu'il venait de composer. Et son père lui répond en lui disant 3-4 mesures. Il n'y a vraiment pas grand-chose à cet endroit-là. Et Mozart lui répond « Mais si tu savais ce que je joue !» Donc, il ne jouait absolument pas ce qu'il avait écrit quand il donnait ce concerto. Wow. Et on commence à retrouver des pianistes, il n'y en a pas encore beaucoup, qui ont le courage d'improviser un peu dans les concertos de Mozart. Il y a des endroits, mais c'est tellement flagrant. Ce qu'il joue est un canevas pour l'improvisation que lui faisait, qu'ils avaient fait, et qu'ils ont le courage parfois de le faire. Mais en général, on met Mozart tellement sur un piédestal que s'il n'a pas rajouté une deuxième note, on ne la jouera pas, alors qu'il la faut parfois. Donc c'est des usages. Et ça, évidemment, ça va évoluer, s'arrêter. On va avoir des compositeurs qui ne voudront plus que l'on improvise sur leur musique. Et en même temps, quand on écoute par exemple un pianiste magnifique comme Horowitz, quand on voit comment il joue la musique qu'il joue, tout ce qu'il ajoute, tout ce qu'il a, les octaves en plus, les changements de registre, on se rend compte que même au XXe siècle, il y avait encore toute une tradition d'enrichir la partition du moment. Mais bon, c'est vrai que c'est les moments où on va avoir des compositeurs qui ne voudront plus cela, qui voudront qu'on reste... c'est l'échange entre Busoni et Schoenberg. Donc Schoenberg qui envoie des pièces pour piano à Busoni, et Busoni lui propose de rajouter des choses. Là, vous avez un bel effet, on pourrait avoir un effet exceptionnel. Un bel effet me suffit, avait répondu Schoenberg. Il ne voulait pas du tout qu'on lui rajoute plein de notes. Voilà, donc ça c'est... C'est excellent. L'autre lui disait, mais je peux mettre des octaves, des choses. Un bel effet me suffit, je jouais ce qui est écrit, ça sera très bien.
Et je reviens du coup sur la manière dont tu as commencé à décrire ton parcours, que finalement, ta rencontre avec la musique classique, ça va être Boulez. Mais je trouve ça fascinant parce que moi, personnellement, j'ai un peu de mal à écouter du Boulez. Je suis pas... mon cerveau est jamais arrivé jusque-là. Mais c'est vrai que ça reste quand même de la musique qui est difficile à écouter pour plein de personnes qui pensent ne pas avoir les clés, qui pensent ne pas pouvoir apprécier la musique. Et du coup, comment toi tu rends... comment tu aimerais rendre ça plus accessible alors que toi, justement, le choc t'a permis de... Juste pour revenir sur ce choc... donc là, on est en gros, je vais dire la vérité, j'ai 15 ans, donc on est en 70. Et aujourd'hui, la musique contemporaine est totalement décriée, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les médias, on n'en voit jamais à la télévision, on en entend très peu à la radio, à part France Musique. Et donc à cette époque-là, c'était pire. Parce que c'était quelque chose qui était quasiment inconnu en France. Mais aujourd'hui, ça existe. On peut trouver tous les disques qu'on veut, il y a un réseau, il y a des concerts. Quelqu'un qui s'y intéresse peut trouver tout ce qu'il a envie. C'est extraordinaire. Mais à l'époque, non. À l'époque, il n'y avait rien. Les disques, les musiques n'étaient pas enregistrées. Weber n'en le trouvait pas. Voilà. Et ces concerts, donc du domaine musical, jouaient à la fois du Webern, j'ai entendu l'intégrale de Webern à 15 ans, ça m'a marqué, et étaient à la fois les débuts du XXe siècle et de la création. Mais ce qui était exceptionnel, c'était l'atmosphère. C'est-à-dire que le public qui était là, il y a l'ambiance qu'il peut y avoir aujourd'hui, je ne sais pas comment trouver je ne trouve pas d'équivalent, mais aujourd'hui de cette ambiance-là, parce qu'il y avait une envie, il y avait un appétit, il y avait une curiosité, il y avait un bonheur dans ces concerts. Alors c'était souvent raté. Il y avait plein d'erreurs. Puis parfois, il était obligé de redémarrer au début parce qu'il n'y avait pas eu assez de répétitions. C'était une catastrophe. C'était Gilbert Ramy. Il y avait pratiquement chaque concert de Gilbert Ramy, il y avait une catastrophe. Il fallait arriver avec des bougies, les bougies s'éteignaient. Enfin bon, mais tout le monde rigolait. C'est-à-dire, on était là, on était avec lui. On était de son côté. On n'était pas là en train de vouloir consommer quelque chose. On ne consommait pas. On participait à une aventure, à une découverte, et on savait qu'il y aurait beaucoup de déchets. Il y avait énormément de musique qui était inécoutable. Mais c'est pas grave. Il y a un compositeur qui s'était appliqué à l'affaire, il y a des musiciens qui avaient tenté de la jouer aussi bien que possible. Puis l'œuvre suivante serait mieux. Mais ça vivait, c'était de la vie. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Malheureusement. Et on est passé à une époque, je ne veux pas jouer au vieux, mais un peu quand même, je l'assume, où on consomme. Ouais. Là, c'était autre chose. C'était une découverte, c'était un engagement, voilà. Et donc, ça ne nous gênait absolument pas les catastrophes. Il y en avait beaucoup. Et donc, de temps en temps, il y avait une œuvre, et pas la même pour chacun, on était bouleversés. Mais ce n'était pas à chaque œuvre. Il y a des œuvres qui m'ont marqué. C'est vrai que quand j'entends du Weber en concert, je trouve ça absolument exceptionnel. Domaine de Pierre Boulez, la création, ça reste un de mes souvenirs. C'est une pièce pour clarinette seule et quelques ensembles, avec du marimba, contrebasse en piste. C'est une des pièces les plus accessibles de Boulez. Voilà, c'est des choses qui sont inoubliables. Mais à côté de ça, j'en ai oublié beaucoup, qui étaient vraiment oubliables. Il vaut mieux, peut-être. Et il y a beaucoup de compositeurs qui ont été oubliés. Voilà, donc moi-même, je composais à ce moment-là. J'ai oublié ce que j'ai composé. Voilà, donc c'est pas grave. Voilà. Alors par contre, maintenant pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est les outils. Alors, bon, je ne veux pas faire le commercial qui vend ses livres, mais c'est un projet de collection vraiment que j'ai, avec les éditions Minerve. On y travaille depuis un peu plus d'1 an. Il n'y a encore rien de paru, donc c'est le futur. Mais l'idée, c'est par l'écoute. La collection, il y aura le nom du compositeur par l'écoute. Donc moi, j'ai fini, il sortira l'année prochaine, un Boulez par l'écoute. Voilà, j'ai voulu, c'est peut-être mon dernier livre un peu sérieux, j'ai voulu rendre hommage à mon début avec ce livre-là. Je clôt quelque chose. Pour moi, c'est à la fois j'ouvre une collection et à la fois je ferme un parcours. Et alors là, justement,
on tente, parce que on est plusieurs. Il y a une fille formidable qui est en train de travailler sur un Schubert, Sarah Léon. Ça sera un Schubert par l'écoute. Donc et quelqu'un, probablement, on va voir un The Police par l'écoute, donc aussi de la musique pop. Enfin voilà. Je veux absolument pas fermer. C'est pas la musique classique par l'écoute. C'est musique classique, musique contemporaine, il y aura de la musique ancienne, de la pop. On va voir jusqu'où ça va. Si le public n'est pas là, ça s'arrêtera très vite. Si le public est là, on peut toucher à beaucoup de choses. Et alors là, justement, l'angle, c'est le style, la musique, ce qu'on entend, comment ça sonne, pourquoi ça sonne comme ça. Voilà. Et par exemple, il n'y a pas un exemple sur partition dans les livres. Okay. C'est pas du tout, on va pas faire Boulez, on va commencer à regarder les structures de Boulez. Déjà, ça a déjà été fait, et très bien. Ils ne m'attendent pas pour ça. Il y a des gens formidables qui ont travaillé là-dessus. Et puis je pense que ce n'est pas ça dont le grand public a besoin aujourd'hui. Mais un livre qui montre les enjeux de style, la beauté, la recherche de beauté. Boulez parle énormément de la beauté du son, par exemple. Et l'idée qu'on a de lui, c'est une musique désincarnée, abstraite, froide, sèche. C'est le contraire. Et il passe son temps à se critiquer. Alors là, j'ai trouvé des moments d'autocritique, mais d'une brutalité sur lui-même pour progresser. Il dit, mais on va devenir sourd si on continue d'écouter des choses comme ça. Non, c'est pas bien, il faut qu'on trouve une musique incarnée, une musique qui sonne, une musique qui a de la vérité. Et voilà, je tente, dans ce livre sur Boulez, de montrer, justement, alors avec des vidéos associées, des musiques synchronisées à des explications, avec des liens, une grande playlist. Voilà. Et donc là, peut-être, si on n'y arrive pas, c'est foutu. Et peut-être que ça va créer un moyen de montrer que c'est de la musique, tout simplement. Donc je ne l'aborde pas du tout comme un petit château en Espagne, magnifique, mais auquel on ne touche pas. Non, on y va, on essaye de montrer ce qui se passe, les enjeux, et puis les contrastes, et puis qu'est-ce qu'on peut écouter quand il n'y a pas de thème. C'est ça une des grandes difficultés. Là, c'est vraiment une musique qui parle directement, mais malheureusement, il y a quelques musiques qui ont fait écran. Une vision de la musique contemporaine, que l'on pense toute la musique contemporaine est comme cela. Aujourd'hui, c'est très 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 différent. Ce que font les jeunes compositeurs mérite vraiment d'être écouté. C'est beaucoup de musique très facile et très directe à écouter. Ils ne sont plus du tout dans les combinatoires de ma génération. C'est vraiment une musique très très différente. Alors Claude, je voulais revenir sur ton best-seller, La théorie de la musique. Ça m'intéresserait que tu nous partages comment tu as construit ce livre. C'est des choses qui sont vraiment pas faciles à enseigner. Oui, alors curieusement, je me pose énormément de questions en général quand j'écris sur la construction d'ensemble. La façon d'articuler les idées, alors là, faire les plans, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je modifie, je change, enfin voilà. Mais par contre, après, dedans, les choses viennent relativement spontanément. Souvent, je me dis, là, je vais beaucoup travailler. Je commence pas à écrire, je travaille, et puis bon, 5 minutes après, je suis déjà en train d'écrire. La machine s'est mise en route, et c'est des machines... Ça nous dépasse, hein. Parfois on travaille beaucoup en dormant aussi. Hein. On se réveille, on a résolu quelque chose qu'on s'était posé comme question la veille. Hein. C'est vraiment des choses qui marchent comme cela. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir beaucoup d'élèves aussi, et d'avoir des élèves de tous les niveaux. Et donc, concrètement, je me suis attelé à beaucoup de questions avec les élèves, et puis j'ai été mon propre élève. Parce que c'est amusant. On pourrait dire que j'ai eu une vraie formation, j'ai un prix du Conservatoire de Paris, on pourrait dire que je suis un vrai produit de la pédagogie à la française, et je ne me considère pas du tout comme cela, j'ai l'impression d'être autodidacte, que presque tout ce que je crois et ce que je sais, je l'ai appris tout seul, pas de mes professeurs, mais de lecture, de questionnement, de discussion avec d'autres. Et je ne me suis jamais senti très à l'aise dans les routes droites, dans les autoroutes pédagogiques. Et j'étais même plutôt dissident avec mes professeurs, certains n'ont pas trop apprécié. Parce que chaque fois, je voulais aller au fond des choses, et je trouvais souvent qu'on nous donnait des recettes, mais quel était l'intérêt de la recette, à quoi elle servait. J'étais souvent frustré de ce qu'on me proposait pédagogiquement. Et donc, moi, j'ai eu envie de faire le contraire. Donc, finalement, la méthode elle-même, je ne me suis pas interrogé tellement
sur elle, mais chaque fois, c'était l'objectif que je voulais atteindre. Et comme je savais la notion que je voulais faire comprendre, après, ça venait tout seul de trouver le moyen d'y parvenir. Donc en général, c'est ça. Je veux arriver là, et ça, je l'ai assez clairement. J'ai un esprit un peu scientifique qui fait que les notions, j'arrive à me les représenter assez nettement. Et alors après, je reviens en arrière pour trouver le chemin qui va mener jusqu'à la notion. Et ça, je l'ai fait. Donc là, ça parle de la théorie. Donc là, on va commencer vraiment avec le b.a.-ba. Qu'est-ce que c'est qu'une note? Comment on l'écrit? Qu'est-ce que c'est qu'un rythme? Comment on l'écrit? Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Comment on l'analyse et comment on l'écrit? Voilà. Et puis comment ça sonne? Et puis qu'est-ce qu'une fonction? Ce qui est une des clés de la musique tonale, c'est les notions de fonction. Et alors aussi, une des différences que j'ai avec pas mal de mes collègues qui ont écrit sur ce sujet-là, c'est que moi, je ne viens pas du tout de la formation musicale. Je viens vraiment du monde de l'analyse, et donc c'est un regard un peu différent que celui de la formation musicale. En réalité, moi, ça, je ne l'ai jamais enseigné. Très, très peu. J'enseignais d'autres choses. Mais je voyais les notions qui manquaient à mes élèves en analyse, je me dis ah c'est dommage qu'ils ne les aient pas comprises avant, l'importance de l'intervalle, l'importance de l'accord, l'importance des racines d'un accord. Et donc en gros, j'avais une vision aussi d'où j'avais envie, où je voulais mener le lecteur. Donc ça, et alors finalement j'ai fait toutes les étapes, hein, puisque là j'ai fait la théorie, c'est vraiment la base, le commentaire d'écoute, c'est une chose assez amusante parce que ça c'est un livre vraiment, je n'avais pas prévu vraiment d'écrire. J'avais rencontré un autre éditeur qui était formidable, qui s'appelait Panama. Enfin l'édition s'appelait Panama, lui c'est Jacques Binstock. Et très très sympathique. Avec lui, j'ai fait un roman avec lui, bon c'est une autre histoire. Et à un moment on discute, quand on discute, parfois on dit des idées, je dis tiens c'est amusant, il y a un sujet sur lequel il n'existe aucun livre, c'est le commentaire d'écoute. Et puis on parle d'autre chose. Et 6 mois après, il dit, tu veux pas l'écrire ce livre sur le commentaire d'écoute? J'étais pris dans un autre projet, je dis mais non, j'aurai jamais le temps. Puis finalement j'ai eu envie. Et voilà, donc le commentaire d'écoute, les formes musicales, c'est un sujet sur lequel j'ai écrit 2 livres, même différents. Un qui fait une sorte de lexique des formes. Celui-là je l'ai écrit en 2010. Et un très récent, c'est le dernier, où là je reviens à l'écoute comme élément clé, qui me manquait peut-être dans le premier livre. C'est comment on entend les formes musicales, quels sont les indices sonores qui font qu'on comprend une forme, à quoi sert une forme. Et finalement, je l'avais un peu oublié dans un ordre pédagogique, des formes du simple au complexe. Non, finalement, toutes les formes sont simples et complexes à la fois. Un compositeur se dit jamais, là j'ai envie de faire une forme difficile, là j'ai envie de faire une forme simple. Il se dit, j'ai envie d'exprimer telle chose. Et cette forme-là sera celle qui permettra d'exprimer cette chose-là. Et donc si on comprend finalement ce qu'il veut exprimer, ben, la forme, elle vient toute seule. Il n'y a aucune difficulté dans l'analyse des formes. On a créé des difficultés en croyant que c'était une discipline en soi. Mais en fait, c'est la musique, c'est tout. C'est la façon dont la musique s'exprime dans le temps. Donc si on comprend la musique, on comprend la forme. Et souvent, il y a des musiciens qui comprennent bien mieux les formes que les théoriciens de la forme. Parce qu'ils la jouent, ils la vivent. Et tu me disais aussi tout à l'heure que tu avais commencé donc tard à t'intéresser vraiment à la théorie, enfin à la musique classique. Ah oui. Est-ce que ça pourrait pas être lié aussi au fait que tu aies si bien vulgarisé les choses, parce que t'as pas juste absorbé en étant enfant et du coup en ne questionnant rien et juste, quand les choses sont acquises, on ne sait pas forcément ensuite on doit apprendre à les apprendre, à les enseigner. C'est probable que ça ait une très grande importance. Parce qu'en gros, je m'y suis mis à 15 ans, et à 15 ans, on n'a pas le regard d'un enfant de 5 ans on lui dit fais ça, il le fait. Et alors quelqu'un de 15 ans fait ça, ah oui, pourquoi? On est tout de suite dans la contestation. Et d'une part, et deuxièmement, je ne pense pas avoir été particulièrement doué. Ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de difficultés, à beaucoup d'étapes. Et ça aussi, j'ai des collègues qui sont brillantissimes, qui sont 10 fois plus doués que moi, et qui ne comprennent pas finalement qu'il y a des difficultés, mais c'est simple, il suffit de le faire. Parce qu'eux n'ont jamais eu de difficultés, ça leur est venu tout seul. Donc, ils ont du mal à admettre que certains de leurs élèves ont des difficultés, ça ne leur vient pas tout seul, ils ont des obstacles à surmonter. Donc, il faut essayer de comprendre l'obstacle, il faut essayer de trouver des outils pour surmonter l'obstacle, et au bout d'un moment, c'est surmonter. Mais
ça vient pas tout seul, et tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui sont extraordinairement rapides, d'autres qui sont plus lents. Et alors, ceux qui sont très rapides, parfois, vont à un moment rencontrer un mur aussi. Ça, c'est très violent d'ailleurs quand ça arrive, parce que ce sont des personnes qui pensent que tout leur est acquis, que ça va tout seul. Et les progressions en musique, elles sont mathématiques, c'est-à-dire c'est une hyperbole. Au début, on acquiert énormément de choses en peu de temps, et progressivement, on acquiert de moins en moins de choses, mais chaque chose est plus dure à acquérir, et nécessite plus de temps et plus de finesse, parce que plus ça va, plus les notions à acquérir sont subtiles. Et parfois, tout d'un coup, ce qui paraissait facile à un moment, cesse de l'être. Par contre, ceux qui ont appris à travailler n'auront pas ce choc. Parce qu'ils savent que tout est dur, et bon, c'est une difficulté de plus, et ils sont construits pour aller parfois beaucoup plus loin. C'est le lièvre et la tortue, hein, c'est une vieille fable, hein, ça marche très bien là aussi. Et donc, tu me parlais à l'instant de ton dernier livre, donc qui vient compléter le livre précédent, celui sur oui. les formes, c'est ça? Oui, absolument. Et donc, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Je dirais une des premières, c'est le livre est riche de QR code qui permet d'accéder directement à des vidéos, parce qu'une des difficultés de parler de la forme, c'est qu'il faut parler d'une musique en son entier. Et donc si on met les partitions, ça fait des livres de 4000 pages. C'est pas possible. Donc là, ça m'a permis de mettre les partitions sur Internet, c'est des vidéos libres d'accès, et synchroniser à la partition, synchroniser à leur analyse. Donc déjà, ça me permet d'avoir des œuvres de toute époque vraiment complètes, et de montrer différentes choses. Et ensuite, j'ai beaucoup évolué sur l'idée de la forme entre 2010 et maintenant, notamment sur une chose toute bête, c'est l'émotion. Ça paraît idiot, mais en France et dans beaucoup de pays, on a vécu dans les années 50 un courant qu'on appelait le structuralisme, qui était un courant qui portait vraiment un œil très méfiant sur tout ce qui était émotif, tout ce qui était psychologique, tout ce qui était... En fait, ce qui fait la vie intéressante, de cette façon. Tout ça était mis hors du champ artistique. Il fallait faire un art pur, structuraliste, avec que des choses rationnelles, désincarnées. D'une certaine façon, je pense, mais ça c'est une interprétation personnelle, on sortait de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, et tout ce qui était humain était suspect. On avait fait un tel holocauste, quelque chose de tellement monstrueux, qu'on n'avait plus envie de chanter l'humain. Donc il y a une période, à mon avis, très particulière dans l'histoire de l'humanité, qui est cette après-guerre, et c'est pas un hasard que tout ça arrive à ce moment-là. Aujourd'hui, on a d'autres soucis, je ne dirais pas que le monde est plus simple, mais par contre l'émotion a retrouvé droit de cité dans l'art, donc les compositeurs en reparlent. C'était une chose dont on ne parlait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant que Pierre Boulez en Europe écrivait « Penser la musique aujourd'hui », donc il s'agissait de penser, il y a un théoricien aux États-Unis qui écrivait « Émotion et signification en musique ». Donc là, on est dans les 50. Mais par contre, ce livre a été traduit 50 ans plus tard en France. Il vient d'être traduit il y a 10 ans. Alors c'était un best-seller du côté américain. Eux, ils en parlaient parce qu'ils n'étaient pas l'Europe, ils n'étaient pas touchés de la même façon. Et ils n'avaient pas la même vision aussi du monde, je pense. Et l'émotion et signification sont deux choses très importantes. Quand on regarde les textes anciens sur la musique, mais les théoriciens, ils parlent de la signification, de l'émotion, ils disent telle première partie du menuet, c'est tel sentiment qui est exprimé. On trouve des choses au XVIIe siècle, beaucoup de choses comme cela. Ce sont des évidences. À la fois, ils vont parler, là il y a une phrase musicale en 2 parties, etc. Et ça exprime ça. Et ça exprime ça, c'est pas narratif, hein, c'est pas une voiture qui part et qui va croiser un camion. C'est pas trivial, c'est vraiment de l'émotion, du sentiment, des choses. Parfois c'est très précis, parce qu'on peut mettre dans la musique, par exemple, un hymne national, donc ah tiens, ça en fait allusion à tel pays. On peut mettre un rythme de marche nuptiale, tiens, c'est quelque chose qui est un peu nuptial, ou de marche funèbre, ah tiens, c'est sombre. Donc on peut donner des codes. Chaque société a ses codes sonores qui font qu'on peut passer des sentiments et parfois même une histoire. Hein, ce qu'on appelle la narratologie, c'est la façon de raconter une histoire avec un roman ou en musique. Et il y a beaucoup de compositeurs qui ont vraiment raconté des histoires avec leur musique ou
fait vivre des sentiments, des émotions avec leur musique. C'est l'un ou l'autre, mais il y a rarement une musique et ce qu'on appelle de l'art pour l'art. Il y en a, hein, mais en général, il y a toujours une connexion avec la communauté humaine. Et la musique, c'est pas l'art des sons, c'est l'art de partager les sons entre humains. L'art des sons, quelle horreur. Vous voyez, c'est quelque chose souvent, on pense que c'était des structures, la musique. Non, la musique, c'est aussi des structures, mais c'est surtout de l'émotion, de la communication, des échanges. On n'écoute pas la musique n'importe où, n'importe quand, de la même façon. On va à un concert de jazz, c'est pas les mêmes rituels qu'un concert de musique classique. On n'écoute pas pareil, on la consomme, pour reprendre un mot aujourd'hui, mais dans le bon sens là, pas de la même façon, on n'a pas le même plaisir. Et donc, je reviens à mon sujet, la forme, j'ai fait une grosse digression, mais ce livre termine sur l'émotion et le sens. Parce que les formes, finalement musicales, parce qu'une des difficultés de la musique classique, on prend une chanson, c'est 3 minutes de musique, 4 minutes, on n'a pas besoin de construire. Où on fait une élaboration, les instruments vont rentrer progressivement, à la fin on va transposer au demi-ton pour relancer la tension, oui, c'est chouette, c'est bien, c'est agréable, mais c'est une émotion courte. Les compositeurs de musique savante, ils ont commencé au XVIIIe siècle à faire des musiques longues, et après on a des symphonies qui durent plus d'1 heure avec Mahler. Si on écoute une symphonie de Mahler juste en se laissant porter par l'émotion, simple, sans suivre la narration qui est derrière, on ne tient pas. Moi j'ai beaucoup de mélomanes qui me racontent moi j'adore écouter Mahler, là j'écoute 10 minutes de musique, je m'endors un petit peu, je me réveille, je suis au paradis, c'est très bien, puis je me rendors. C'est pas mal comme façon d'écouter, c'est un plaisir, soyons respectueux, mais je ne suis pas sûr que c'est ça la meilleure façon d'écouter Mahler, où il se passe plein de choses, plein d'événements qui sont connectés à une dramaturgie. Et donc il y a tout un chapitre, et je n'étais pas conscient de ça quand j'ai écrit le premier livre. J'avais encore cette vision structurelle de la forme, en me disant c'est une organisation. Et maintenant je me dis c'est une communication, c'est une façon d'échanger avec l'auditeur. Donc en fait, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est que on a juste besoin de nos émotions pour savourer la musique, pour l'apprécier, mais il y a certaines musiques où on va encore plus les apprécier si on connaît les rituels en fait, et voilà, les clés. Exactement. Voilà. Exactement. Et en fait, l'oreille s'ouvre progressivement à des choses de plus en plus riches. On peut avoir un plaisir direct. Hein, il n'y a besoin d'aucune formation pour le plaisir musical. Ça. Et alors, à nouveau, on n'est pas égal. Hein. Certains vont pas du tout avoir le sens de la musique, d'autres vont adorer la musique tout de suite. Elle va leur parler. Ça, c'est direct. Mais après, il y a une imprégnation. Et certains plaisirs nécessitent une imprégnation parce que c'est compliqué, c'est complexe. Je prends souvent aussi l'image de l'échiquier, qui est d'ailleurs la couverture du premier livre. Quand on regarde un échiquier, si on ne sait pas jouer aux échecs, on voit des positions posées au hasard sur un échiquier, où on sait éventuellement que le pion il avance, que la reine elle peut aller dans différentes... Et puis voilà. Et un grand joueur d'échecs, il voit l'échiquier, il dit « Ah tiens, il y a une tension sur cette case-là. Là, il y a un piège de ce côté-là. » Il va avoir soudain un récit qui vient rien que de la position qu'il voit, par l'imprégnation qu'il a de l'histoire des parties d'échecs. Mais c'est pareil en musique. Une fois qu'on a bien connu les symphonies de Mozart, j'ai envie de dire, qu'on a bien vu, on comprend que Beethoven part de là. Mais va rajouter son propre champ émotionnel, et sa propre dramaturgie va faire des surprises en plus. Et si on a déjà bien une bonne connaissance de celle de Mozart, hop, on va avoir un plaisir supplémentaire, pas en comparaison du tout, juste ce qui s'y passe. Hein, c'est vraiment comme un film, hein, on voit, ah tiens, il y a tel enjeu, on comprend l'objectif. Et alors, après on regarde Berlioz. Eh bien Berlioz, si on passe à côté de Beethoven, on rate quelque chose. Parce que Berlioz répond aussi à Beethoven d'une certaine façon, dans ce qu'il dit. Après, qui va aimer énormément Berlioz? Ben, c'est Mahler. C'est peut-être le compositeur qui a le plus aimé avec Verdi. Berlioz, les autres le détestaient en général, au XIXe siècle. Et là, quelqu'un qui est déjà à l'aise dans cette époque-là, il va être
petit effort, hop, il va se trouver tout à fait à l'aise dans une symphonie de Mahler. Là, je parle, quand je dis à l'aise, pour aller du début à la fin. Parce que tout le monde est à l'aise dans Mahler. Ça parle aujourd'hui. Mais par contre, pour tenir plus d'1 heure de musique, c'est plus compliqué. Faut être prêt à un voyage. Il faut être prêt à un voyage, il faut avoir envie de ce voyage. Et alors, après, une fois qu'on a les clés, on apprécie. Pareil, quelqu'un qui va faire un voyage dans plein de pays, il va dire « Ah, c'est magnifique », etc. Mais s'il a des notions d'architecture, tout d'un coup, il va dire « Ah, bah, c'est incroyable ce qui se passe à tel endroit ». Il va voir des tas de choses que quelqu'un d'autre ne verrait pas parce qu'il aura juste le plaisir de cette belle devanture de façade. Voilà. Mais la musique, je pense que tout le monde peut réussir à avoir un vrai plaisir d'écoute prolongé, d'immersion dans un contenu musical et dans le lien de cette musique avec le monde. Et je pense qu'il y a pas mal de musiques qui nous parlent quand même si elles sont anciennes, encore de notre monde d'aujourd'hui. Ça marche assez bien. Il y a des musiques, c'est plus dur, mais je pense que globalement, on peut avoir l'écoute de quelqu'un d'aujourd'hui et un plaisir avec les partitions qui sont d'une telle subtilité, d'une telle richesse. L'invention des compositeurs, les compositrices. Et ça, c'est aussi un autre changement de mon dernier livre, entre 2010 et maintenant. Il y a eu une révolution féministe en musique extraordinaire. Je suis absolument fan de ce qui se fait, parce que l'avantage, c'est qu'on a découvert des pans entiers de répertoire qui étaient oubliés, qui étaient occultés. Il y a des compositrices extraordinaires qui ont traversé des choses très compliquées, parce que pratiquement chacune croyait être la première à composer, parce qu'elle ne connaissait pas les compositrices avant elle. Elle disait, mais je dois être bizarre, personne n'a jamais composé, aucune femme n'a jamais composé, pourquoi moi j'aurais envie de composer? Ça ne doit pas être possible pour une femme. Et voilà, et donc c'est une histoire très difficile comme ça. Il y en a beaucoup qui sont vraiment posés beaucoup de questions comme ça. Et aujourd'hui, on redécouvre. Il y a vraiment un champ de recherche immense sur les compositrices. Et il était impensable pour moi de refaire un livre en parlant que de compositeurs hommes. Ça, c'était impensable. Je peux plus. Ça, c'est fini. On m'a ouvert les oreilles, pas les yeux, les oreilles. C'est beaucoup mieux. Et donc voilà, donc ça c'est un de mes plaisirs. Il y a des musiques magnifiques de compositrices aussi citées dans ce livre. Avant, je les connaissais pas, tout simplement. Voilà, il y a des bonnes évolutions aussi, il y a des évolutions magnifiques. Et là, par contre, ça n'a pas été facile. Il y a vraiment des groupes de féministes qui sont très dynamiques et qui se bagarrent bien pour défendre et faire découvrir des répertoires qui méritent. Pas toujours, comme chez les hommes. C'est pareil. J'aime beaucoup l'analogie que tu as utilisée avec le voyage, parce que souvent on met la musique classique un peu sur un piédestal, parce que tout simplement les musiques faciles à écouter aujourd'hui, elles sont faciles surtout parce qu'on connaît les rituels, et ils sont intégrés, et c'est plus difficile d'aller chercher les rituels qui n'existent plus, vraiment d'entendre la dissonance chez Bach et d'entendre à quel point elle peut être touchante ou torturée, c'est juste parce qu'on n'a pas, c'est pas évident. Et ton analogie avec le voyage, je trouve qu'elle dédramatise, c'est exactement ce que je fais dans tous tes livres, mais elle vulgarise et elle dédramatise tout, parce qu'on aime tous voyager et découvrir des choses et aller plus loin que juste se dire c'est beau, même si on peut le faire. Pas s'en priver. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que même malgré tout ce travail de vulgarisation, de pédagogie qui est fait par toi et tes pairs, il y a quand même toujours cette idée un petit peu que la musique classique, il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir prétendre à aller écouter un concert et alors encore plus pour s'y mettre et avoir le droit de jouer. C'est un long chemin. C'est vrai qu'il y a des codes qui se sont perdus. Moi, il y a un exercice que je fais très souvent avec mes élèves, ça m'amusait toujours, c'était de prendre par exemple un Monteverdi. Donc là, on est vraiment au début de l'époque baroque. C'est une musique extraordinairement expressive avec des codes très 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 précis. Et il a inventé un style qu'il appelait le style concitato, qui est un style qui permet de montrer la colère. Et donc c'était vraiment, il en était fier, parce qu'il disait, avant moi on savait exprimer beaucoup de sentiments, mais pas encore la colère. Moi je suis le premier compositeur, il y avait déjà qui se vantait à l'époque, à montrer qu'on sait faire ça. Et donc je faisais écouter des musiques en style concitato à mes étudiants, sans leur dire de quoi ça parlait, sans leur dire que c'est du style concitato. Je me demandais
quel sentiment ça vous exprime? Et en général, c'était c'est une musique douce, pastorale, détendue, alors que Monteverdi pensait exprimer la colère. Incroyable. Ouais. Parce que ils n'avaient pas le code, la référence intellectuelle qu'avait Monteverdi. Et par contre, quelqu'un de l'époque de Monteverdi était tétanisé par ces musiques-là. Wow. Ça lui donnait la chair de poule, il disait... Et là, ça passait pas du tout. Donc, par contre, parfois quand j'y arrivais, au bout d'un an, les élèves entendaient la colère dans cette musique. Ah ouais. Mais c'est quoi, c'est les notes répétées oui, ouais. c'est ça, c'est les notes répétées. Oui, mais c'est pas forcément jouer fort et avec beaucoup... Ouais, c'est amusant, quoi. Ouais. On se dit qu'il y a des choses qui se perdent. Ah, c'est génial. Hein. Mais on peut les retrouver. Et c'est là aussi, il y a des écoles d'interprètes. Là, on est vraiment plein de générations déjà de toutes les envies d'authenticité qui ont été un peu extrêmes au début. Comme souvent, quand on découvre quelque chose, on est tellement content. Donc, il fallait absolument jouer sur instruments d'époque, avec les cordes d'époque, avec les pots d'époque pour les percussions. Enfin voilà, il y a vraiment une envie pour les claviers. Il y a des personnes qui, à 20 ans près, changeaient d'instrument dans le même concert pour... parce que moi, je ne peux pas jouer ça, c'était 20 ans avant la pièce. Voilà. Aujourd'hui, on a redécouvert les instruments modernes pour jouer la musique ancienne, ça paraît un paradoxe. Par contre, on sait le jouer autrement. Et ils ont entendu, les interprètes, comment on jouait, et ils sont plus libres qu'avant, surtout. Et ils ont reconnu cette évidence qu'on ne saura jamais comment la musique sonnait à l'époque. Et donc, ce n'est qu'une rêverie, très belle, mais une rêverie, scientifiquement fondée, mais les livres ne disent pas tout, les textes ne disent pas tout, on n'a pas d'enregistrement, donc on ne peut que rêver. Et donc, on arrive à une nouvelle époque, mais on a les acquis, quand même, de cette génération de pionniers aussi pour la musique baroque. Puis même quand on a les enregistrements, on ne joue pas forcément pareil. Quand on voit les enregistrements très vieux qu'on a de Brahms, les pianistes jouent pas forcément, enfin, se calquent pas forcément sur exactement comment ils jouaient. Ils ont aussi laissé développer alors même qu'on avait une idée. Oui, absolument. Il y a la liberté de l'interprète. Hein. Le but, c'est que le compositeur donne une partition et la partition va vivre. Elle va vivre selon les lieux, les époques, les instruments, et bien sûr, heureusement. Et ce que je trouve aussi incroyable dans tous les ouvrages que moi j'ai lus, bon je ne les ai pas tous lus, donc il faudra que je me mette à jour, mais ce que je trouve aussi incroyable dans tous tes ouvrages, c'est que justement tu as toujours une dimension musicale qui dirige, qui est derrière tout. À aucun moment on s'enferme dans la théorie avec des dogmes qui fonctionnent sur le papier mais qui sont inapplicables. C'est toujours relié à la musique, à l'émotion comme tu disais, mais moi personnellement j'ai vraiment utilisé tes ouvrages en tant qu'interprète, pas du tout pour développer ma connaissance de la théorie, mais c'était vraiment applicable tout de suite et c'était toujours connecté à la musique. Je trouve ça vraiment génial, c'est unique. Merci, mais c'est vraiment mon rêve, c'est de pas parler autour de la musique, mais essayer de rester dans la musique. Et j'ai fait un livre sur la symphonie fantastique de Berlioz. C'est un livre qui n'a pas énormément marché, les Berliosiens ne l'ont pas beaucoup aimé, mais par contre, il y a un public qui l'a adopté, et j'ai eu des courriers mais bouleversants, ce sont les chefs d'orchestre, qui m'ont remercié, j'ai eu plusieurs grands chefs d'orchestre, je ne donne pas de nom, mais vraiment de très grands chefs, qui disent « je la dirigerai plus pareil ». Et alors ça, c'est le plus gros cadeau qu'on peut avoir. Waouh, ouais, c'est génial. Donc ça veut dire, je n'aurais pas parlé à leur compréhension de l'œuvre, mais à leur écoute de l'œuvre. Ils ont entendu des choses que moi j'entendais, et que j'entendais chez aucun chef d'ailleurs, que maintenant j'entends. Je suis content. Je rêvais de les entendre. Et quoi par exemple ? Ah, par exemple, c'est très compliqué, parce qu'il y a toute une histoire sur 5 mouvements. Berlioz a construit vraiment un roman. Et en gros, la fin du premier mouvement, il y a une note qui est le si, qui va sur un do. En do majeur, c'est ce qui est le plus simple, c'est la résolution. La sensible va sur la tonique. À la fin du 4e mouvement, il y a le même si, mais il va dans l'autre sens, il va vers le si bémol. C'est-à-dire, au lieu de se résoudre, il glisse chromatiquement, il est comme s'il était détruit. Et en gros, la fin du premier mouvement, elle est religiosamente. Religieux, c'est la symbolique du mariage à la fin. Et dans le 4e mouvement, il est damné, il est guillotiné,
Et donc, et on arrive à la fin, à la nuit de sabbat, c'est ça. Et donc, en gros, Berlioz a imaginé une histoire et a fait 2 fins. On pourrait dire la fin 1, qui est la fin, il se marie, tout se passe bien, et le si va au do. Et à la fin du mouvement 4, il la tue. Et le si va aussi bémol, et il est damné pour ça. Donc il y a 2 fins, et donc c'est 2 moments, mais stratégiquement déterminants pour toute l'histoire, parce que soit ça marche pas. Or, quand on voit le manuscrit de Berlioz de la symphonie, le si de la fin du premier mouvement, il est lié au do. Mais dans la partition éditée, ils ont fait une liaison qui s'arrête aussi, et ça redémarre au do. Donc ça fait si, do. Donc on n'a pas du tout l'effet de résolution. Et donc j'explique ça dans le bouquin en disant ce serait tellement beau si le si, do, il allait jusqu'à la fin et on avait ensuite les accords, la cadence qu'on appelle la cadence amen cadence en anglais, c'est la cadence de la fin quand on dit oui dans la musique religieuse. Et donc, en général, je n'entendais pas ça. Puis un de mes amis chefs qui m'invite à une générale, et j'entends. Je lui dis, tu sais que tu m'as fait un plaisir extraordinaire. J'ai enfin entendu ce que j'avais envie d'entendre à la fin du premier mouvement, cette vraie résolution. Il me dit, mais je t'ai lu. Voilà, là, on devient très immodeste, mais on se dit, ah, on a servi à quelque chose. Et c'est tellement beau quand on le fait comme ça. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Non, mais c'est fantastique. Et puis, enfin, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Oui, disait Berlioz. Mais c'est vrai que ce que je trouve aussi incroyable dans ce que tu dis, mais tous tes ouvrages, ce que je trouve fascinant, c'est aussi la perfection du détail, en fait, qui donne vraiment une ampleur, qui donne du sens à toute la pièce et qui peut dépasser. Enfin, c'est pas juste tel détail, telle liaison, mais tout a un sens un peu macro qui est plus grand que nous. N'importe qui t'a écouté et qui va écouter cette pièce, et on va avoir envie maintenant d'entendre ce passage, on va le chercher, on va l'attendre, on va le savourer. Et si on multiplie ce genre de clés, ça donne, c'est vrai que ça donne une dimension incroyable à toute une pièce qui pourrait être pas aride, parce que Berlioz, c'est pas aride, mais tu vois ce que je veux dire, Moi, j'ai un souvenir, il y a 2-3 ans, d'avoir entendu la symphonie fantastique de Berlioz en concert. Devant moi, il y avait une dame bien habillée, chic, etc. Et à la fin, au dernier accord, elle a fait « Yes !» Voilà, je me dis, il a réussi son coup. J'ai vraiment beaucoup rigolé, ça m'a énormément plu. Mais il y a tel côté triomphant à la fin. Quand il y a la dernière résolution, c'était plus fort qu'elle. Yes. Voilà, donc il y a ça aussi chez Berlioz. C'est génial. Wow. Ah, c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'en plus, tu parles beaucoup de narration. Souvent, quand on écoute des œuvres, on entend des notes en se disant, bon, bah voilà, il y a un thème. En tant que narration, on pense à l'opéra. Mais c'est vrai que tu as l'air, dans ton livre, tu parles de pièces qui sont des pièces uniquement instrumentales, mais il y a une vraie histoire derrière et parfois même qui va plus loin que ce qu'on peut penser. Oui, il y a un chapitre assez long sur Claude Debussy et le prélude à l'après-midi d'un faune, pas évident à prononcer. Et donc c'est une pièce absolument magnifique. Pour Ravel, c'était la plus belle pièce jamais écrite. Il n'a pas tort, c'est vraiment absolument sublime. C'est assez court, mais c'est d'une perfection totale. Et on peut aussi, on n'est pas obligé, parce que c'est ça qui est intéressant dans la musique, c'est que finalement c'est l'auditeur qui pilote son écoute. Et donc, ce qu'on appelle les conduites d'écoute. Et on peut avoir envie d'avoir une écoute purement émotionnelle, en se laissant porter par la beauté des harmonies, des lignes, les mélodies sont sublimes, ou une écoute autre, qui est une écoute narrative, voire l'histoire qui est racontée par cette musique. Et l'un n'est pas exclusif de l'autre, mais par contre, on ne peut pas faire les deux en même temps. Ah oui. Et oui, faut bien être, tout dépend du plaisir qu'on a envie de faire. On mange un apéritif, on mange un plat ou on mange un dessert, c'est pas pareil. Faire les deux en même temps, c'est pas terrible. C'est pareil en musique. Ah, et donc finalement, j'ai envie de dire, et on peut faire aussi une écoute analytique. En tant que prof, tu le sais, hein, je pense que ça t'arrive d'écouter des pièces pour violoncelle en disant là il y a telle difficulté, il y a telle chose, comment je vais réussir à voilà. Donc et à ce moment-là, tu es loin de la musique et de la beauté de la musique. Tu écoutes autre chose. Ouais. C'est donc toi qui pilotes ce que tu écoutes. Et donc,
Et c'est pour ça que je sais qu'il y a certains qui sont un peu irrités par mes analyses, parce qu'ils disent « mais tu nous obliges à écouter quelque chose, nous on n'a pas envie d'écouter ça ». Et je respecte. C'est vrai que je donne des clés en me fondant sur des éléments qui me semblent objectifs. Ça peut être les courriers des compositeurs, les esquisses, enfin, il y a des éléments pour être objectif. Mais certains n'ont pas envie d'avoir une histoire qu'on leur impose. Ils ont envie de rester libres dans la musique, de se faire leur propre histoire. Et j'ai envie de dire, donc, finalement, il y aurait deux moyens: faire sa propre histoire, ou tenter de retrouver l'histoire que le compositeur a voulu transmettre à partir d'indices. Et dans le Prélude après une info, il y en a énormément des indices. Il y a des éléments qui évoquent l'Antiquité, très clair. Alors, il faut savoir qu'au moment où il écrit Prélude après une info, on est en 1894. 2 ans avant, il y a l'école française d'Athènes qui a fait des découvertes d'hymnes à Apollon, à Delphes, qui ont ramené ces partitions. Fauré a fait une harmonisation d'une de ces musiques. Et donc, on parlait que d'hellénisme là à Paris. Donc voilà une des choses qui donne une des clés aussi pour bien comprendre l'envie de revenir à l'Antiquité. Donc il utilise une gamme grecque antique dedans. Enfin, il y a plein de clés comme ça. Il a un crotale qui est une cymbale antique. Voilà. Il y a des petites choses comme ça. Il y a des clins d'œil aussi à Wagner et à Tristan. Quand on voit ça aussi, ça donne aussi des pistes pour comprendre. Il y a des éléments qui sont des évocations très claires de la nature, du vent, des roseaux, de l'eau. Et il y a la personnalisation de 2 timbres, la flûte et le hautbois. C'est les 2 timbres qui vont vraiment avoir une histoire. Il y a un thème qui arrive toujours à la flûte, sauf une fois, où il est au hautbois. Or, le hautbois avait une autre histoire. Donc ça, on se dit, tiens. Quand on est comme moi, à rechercher les scénarios, pourquoi ce thème, il est toujours à la flûte et une fois au hautbois. Et après, il y a la chose que tout le monde sait, c'est que c'est fait à partir d'un poème de Mallarmé, au départ. Et donc, la chose naturelle aussi, c'est de lire ce poème et d'essayer de comprendre. Et on se rend compte que Debussy dit « oui, non, le poème, ça ne m'intéressait pas trop, j'ai juste voulu peindre le dernier vers, couple adieu, je veux voir l'ombre que tu devins ». C'est tout, la fin c'est le couple, au revoir. Oui, le début, faut imaginer un berger qui joue de la flûte le cul dans l'herbe. Ça c'est Debussy, il était toujours un peu d'un style très direct. Ah, il écrivait ça? Il faut imaginer un berger qui joue le cul dans l'herbe, pour comprendre comment jouer la phrase de flûte du début. Et tout le reste, il n'a pas eu envie d'en parler. Mais c'est pas parce qu'un compositeur ne parle pas de ce qu'il fait que des gens comme moi n'ont pas le droit d'essayer de creuser un petit peu. Et là, on se rend compte que le poème de Mallarmé, je ne vais pas rentrer dans les détails pour rester pudique, mais c'est un vrai poème érotique dans lequel un faune se réveille de sa sieste en ayant un doute. Il a en tête une scène d'amour avec 2 nymphes, mais il ne sait pas si cette scène, il l'a rêvée ou si elle a eu lieu. Il va s'interroger. Et alors, chez Mallarmé, qui est un poète exceptionnel, tout est toujours à prendre au 25e degré. Et donc, c'est toujours une interrogation sur l'écriture, sur la création. Et donc, l'acte d'amour, c'est la perpétuation, c'est écrire, pour Mallarmé. Donc, c'est toujours une quête, une façon de vaincre l'angoisse de la page blanche. C'est magnifique, Mallarmé, à découvrir. Et donc, même dans un poème cochon, ça va être une façon de vaincre cette inquiétude d'une façon absolument sublime. Et Mallarmé a fait des parties qui sont écrites en caractères normaux et des parties entières en italique. Tiens. Et là, on comprend. Ça, c'est très facile à comprendre, il n'y a même pas besoin de faire tiens, ça va tout seul. En gros, il y a les parties, c'est le faune qui est réveillé, qui s'interroge, et les parties en italique, c'est le rêve, qui est donc la fameuse scène d'amour. Et on regarde la forme de Debussy, et on voit qu'il y a 5 parties, ça tout le monde est d'accord. Sauf que les autres n'osent pas aller aussi loin que moi. Et donc, en disant le faune se réveille, c'est la partie 1, le faune se rendort, c'est la partie 5, ça c'est, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais après, sur les parties 2, 3, 4, là il y a débat. Alors la plupart des gens vont dire c'est des développements, et donc le problème est réglé. Debussy avait dit qu'il déteste les développements.
Il a même fait une chose qui était tellement drôle, vous savez, dans une forme sonate, qui est la forme la plus usuelle au XIXe siècle. Il y a un début, on présente les personnages thématiques, et après, il y a le moment où on développe, on les travaille. Et il y a eu cette scène, mais vraiment véridique de Debussy. Il entend une symphonie d'un de ses collègues, arrive à la fin de l'exposition, et il dit à ses amis, « Sauvons-nous, il va développer !» Et il est parti, parce que... C'est génial. Oui, il ne voulait pas rester, parce que pour lui, la musique, c'est du plaisir, pas du travail. Et du travail thématique, c'est hors de question pour lui, ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est le côté un peu aride, etc. Il ne voulait pas. Et cet animal, il est parti juste après l'exposition, parce qu'il ne voulait pas entendre le développement. Donc, je me dis, ça serait comme assez bizarre que Debussy se dise, là, je vais faire un développement. Ouais. La chose qu'il détestait le plus. Et en réalité, si on regarde le poème de Mallarmé, on va se rendre compte que les parties en italique, c'est les parties qu'on a appelées développement, parce que c'est les parties qui racontent. C'est ça le changement d'écriture. Les thèmes sont dans le présent, et tout d'un coup, ils sont dans le rêve, et sont différents. Et on va retrouver les mêmes, mais pris dans le rêve, c'est les mêmes personnages. Et puis, il y a la scène centrale. La scène centrale, c'est la scène d'amour, qui est magnifique, qui est extrêmement précise techniquement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a pour les adultes, je dis juste cette chose que tout le monde va comprendre, parce que dans l'histoire, il y a la scène d'amour, mais la nymphe part trop tôt. Et donc, Debussy fait une cadence, que j'ai appelée la cadence paradoxale, qui est une cadence, mais je n'en ai jamais vu une autre comme celle-là. Cadence paradoxale ? Oui, je l'appelais paradoxale, parce que normalement, une cadence, c'est une fin, Ouais. une cadence parfaite en plus, c'est vraiment la cadence, la fin. Généralement, c'est l'aboutissement des choses. Et là, c'est une cadence où, au moment où on doit aboutir, il n'y a plus personne. Il ne reste plus que 2 instruments, tout l'orchestre s'est arrêté, ils sont tous partis, voilà. Donc, quand on sait le sous-texte de la chose, mais c'est presque drôle, c'est extraordinaire, la précision de Debussy, ça, on l'écoute plus pareil, après, évidemment, quand on a fait attention à ça, je me demande comment font les chefs qui n'ont pas ça en tête, pour justifier cette chose tellement bizarre, et on sent que, quand on voit le manuscrit, c'est tellement drôle, à la fin, il a dû dire, j'en ai quand même trop enlevé, il rajoute au stylo, sur sa partition, une harpe qui fait 2 notes en plus, parce qu'il disait, j'en ai quand même trop enlevé sur cette cadence, il reste, pom, pom, les notes de la cadence, il les fait à la harpe dans le grave. Et donc ça, c'est absolument extraordinaire, et après, il y a une atmosphère de nostalgie à ce moment-là, qui est assez unique même chez Debussy, qui est vraiment la nostalgie après l'amour, c'est tellement beau, c'est sublime. C'est pas une lecture qui gâche le plaisir. Au contraire, moi je sais que la poésie de ça, la délicatesse de façon de traiter ça, mais il y a vraiment une histoire qui est, quand on regarde le détail, c'est mais flagrant qu'il a vraiment raconté une histoire. Notamment le détail du rajout au stylo qu'on ne pourrait pas savoir dans une partition moderne, donc il faut vraiment aller interpréter le manuscrit, c'est incroyable. Ouais. Moi, quand j'ai étudié cette pièce pour le bac, j'avais développement. Et oui, mais forcément, les 2 développements, c'est Barraquet. Jean Barraquet est très bonne analyse, qui a analysé ça comme ça, mais ça n'a aucun sens. Par contre, son analyse est très bonne, c'est juste les mots qu'il utilise qui ne sont pas les bons. Parce qu'à cette époque-là, structuralisme, dont on parlait tout à l'heure, ils n'avaient pas le courage d'aller vers l'émotion. Ils disaient, il faut analyser cette pièce sans lire Mallarmé. Debussy, il est quand même parti du Mallarmé. Quel dommage de se priver de ça. En plus, c'est un beau poème. Il y a des exemples comme ça dans toute l'histoire de la musique. Il y a des accords qui se résolvent avec des fausses relations dans Bach sur des mots spéciaux. Enfin, il y a ça dans... Enfin, tous les compositeurs ont utilisé... La différence avec Bach, c'est que là, on a l'habitude de le faire. Ouais. C'est très juste, c'est très très juste. Et en plus, on a un catalogue formidable, on a toutes ces cantates où on peut voir des textes sur les effets. Et donc, quand on retrouve le même effet dans une pièce instrumentale, on peut se dire que ça exprime la même chose qu'il a voulu exprimer dans la cantate. Là, pour ce répertoire-là, je dirais que c'est passionnant, sauf que c'est connu. Mais oui, parce qu'il y a des livres entiers, et c'est presque des dictionnaires des symboliques expressifs. Je sais pas, parfois on va un peu trop loin. Là où on voit le danger de l'analyse musicale, ça peut rendre fou. Il y a un livre notamment sur Bach, on se dit les 2 auteurs sont devenus fous. Ce livre s'appelle Bach et le nombre, un livre à ne pas lire et ne pas offrir.
ils ont conçu un système d'analyse de la musique de Bach avec des chiffres. Donc ils ont une liste très longue de chiffres, il y a sa naissance, bon, ça marche. Il y a des choses autour des Rose-Croix, qui est un mouvement religieux, pourquoi pas. Mais là où ça commence à devenir très 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 inquiétant, on a peur pour la santé mentale, c'est quand ils mettent dans ces chiffres le jour et l'année de sa mort. Donc ça veut dire que vers le milieu de sa vie, Bach aurait déjà connu le jour et l'année de sa mort, et ça serait amusé à la mettre dans plein de ses œuvres. Et alors, la deuxième chose dont il faut vraiment se méfier, c'est la mauvaise foi de l'analyste. Ça m'est arrivé. J'ai été pris en défaut déjà plusieurs fois. C'est parfois on veut démontrer quelque chose, et quand on sait ce qu'on veut démontrer, on y arrive. Oui. Donc, vrai, ça. On peut tout faire croire. On peut tout démontrer, on peut tout rendre convaincant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se convaincre soi-même, comme ça devient dangereux après. Et donc, quand on progresse, souvent, au bout d'un moment, on devient plus prudent, on se dit attention, là, j'ai ça en tête, mais d'où ça vient? Peut-être que c'est juste moi qui projette ça sur la partition, c'est ma lecture. Alors, on a le droit d'avoir sa lecture, mais il faut être conscient que c'est sa lecture. Là, et donc, imaginez que Bach va mettre ça. Alors, donc ils y arrivent. Ils disent, oui, si on regarde le manuscrit, il y a cette mesure qu'il a rayée. Donc si je rajoute les chiffres de cette mesure rayée, ça, et puis si on met ça qui était à la fin, on le met au début, etc., on va arriver au jour et à la date de sa mort. Mais déjà, pour quelle raison il aurait mis le jour et la date de sa mort dans sa musique? Voilà, donc faut pas toujours croire ce que disent les analystes. Voilà. En gros, quand la chose pour moi devient dangereuse, c'est quand on met en premier la théorie et qu'on considère que la musique comme un corpus pour valider la légitimité de sa théorie. Les choses sont dans le sens inverse. Il y a des artistes, il y a des créateurs qui ont fait de la musique. Parfois on aime, parfois on adore. Et après, il y a des outils pour essayer de la comprendre mieux. Mais si c'est l'outil qui devient l'objectif, et ça c'est parfois des dérives de l'université, de l'enseignement universitaire. Et alors ce qui est très très drôle, c'est une anecdote qui m'a vraiment amusé, il y a un auteur qui s'appelle Burmeister, qui a fait un traité en 1606, Musica Poetica, et dans lequel il y a la première définition de l'analyse musicale qui apparaît, et il fait l'analyse d'un motet de Lassus pour montrer sa théorie. Et donc, curieux, je prends le motet de Lassus et j'essaye de l'analyser avec les outils que propose Burmeister. Et j'y arrive pas. Il y a jusqu'à 50% ça marche, et puis après il y a des trucs, je dis, mais ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il y a dans la partition, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut s'adresser aux spécialistes. Et donc, je contacte Olivier Trachier, qui est un magnifique organiste, grand spécialiste de cette époque. Et alors évidemment, quand on s'adresse à un spécialiste, on passe toujours pour un abruti, parce qu'on ne sait pas les choses de base qui sont pour eux, les fondements, les évidences. Je dis, comment, tu sais pas? Je dis, bah non, je ne sais pas. Tu sais pas? Bah non, je suis pas au courant, qu'est-ce que j'aurais dû savoir? Mais il dit n'importe quoi. Il invente des termes parce qu'il veut devenir prof à la fac, et pour être respecté, il dit n'importe quoi pour que personne ne comprenne ce qu'il dit. Donc la fin de son analyse est fausse, exprès, pour que personne n'arrive à la refaire, et parce qu'il voulait être... Je me dis, ça a commencé tôt. Je savais pas. Par contre, c'est un traité génial, hein. Oui. Mais il y a une partie, il va créer des termes de toutes pièces pour paraître savant, pour se faire respecter. Et donc, l'hermétisme n'est pas une invention d'aujourd'hui. Wow. Voilà, c'est drôle. C'est histoire, drôle. Ça m'a servi de leçon en même temps. Ouais. C'était déjà toujours demander aux spécialistes, admettre qu'on ne sait pas grand-chose. Bah oui. Et puis donc être méfiant sur eux, sur ce qu'on lit. Bah oui, bien sûr. Ouais. Quand on a fait avec Eugène de Montalembert, avec qui j'ai pas mal écrit, donc celui-là, mais les autres, c'est vraiment un ami exceptionnel, et un musicien exceptionnel. Et donc on a fait le livre le pire qu'on a jamais fait, il fait 4 millions de signes, c'est monstrueux, c'est le guide des genres de la musique occidentale, 1400 pages, ça nous a pris 9 ans de travail, ça plus jamais une chose aussi douloureuse. Et donc, quand on fait un livre
aussi volumineux, on essaie de retrouver tous les genres musicaux, etc., on a tendance à se fier à ce qu'on lit dans les autres livres. Et moi, j'ai un petit warning quand même, qui fait que souvent, je me dis, oui, mais il dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Horreur. Dans énormément de cas, j'ai réalisé que dans les livres répétaient d'autres livres, avec des erreurs répétées en boucle. Et quand on va voir la source, c'est vraiment ça aussi, ça m'a servi de leçon, vraiment. Donc méfiez-vous quand vous me lisez. Hein. Mais c'est pareil avec les partitions. Mais oui. Les éditions qui reproduisent. Mais oui, après, mais oui. tu te retrouves avec des choses, mais c'est hallucinant. Mais c'est pareil dans les livres sur la théorie de la musique. Ouais. Et c'est ça aussi que je trouve. Pardon, je continue à te lancer des fleurs, mais c'est ça aussi que je trouve super, surtout dans ton livre sur l'analyse, enfin le précis du commentaire d'écoute, c'est que tu enseignes pas à juste analyser telle pièce pour pouvoir recracher l'analyse de cette pièce, mais tu nous enseignes à avoir un esprit critique sur la musique qu'on lit, et c'est vraiment des outils, c'est le terme que tu utilisais tout à l'heure, qui peuvent être ensuite applicables, mais surtout utilisés de manière intelligente. C'est pas... Enfin, c'est super. Ouais, mais là, celui-là, par contre, c'était amusant parce qu'il y a vraiment... il y avait une discipline qui était pratiquée un peu partout, le commentaire d'écoute. Les danseurs en font, enfin tout le monde en fait. Et il y avait un article de journal, dans un journal sur la musique, qui avait fait une petite synthèse sur le commentaire d'écoute. Il y avait un livre, mais qui n'était pas vraiment sur le sujet, qui n'était pas tout à fait là-dessus. Depuis, il y en a. Il y en a d'autres qui sont parus. Mais là, c'était vraiment un terrain c'était amusant d'aller sur une terre vierge comme ça, c'était assez rigolo. Et là, à nouveau, c'est les deux livres vraiment, le précis du commentaire et le guide de la théorie, qui ont vraiment eu un accueil qui a dépassé ce que j'espérais. C'était vraiment... parce que le guide de la théorie, j'ai souvenir d'une émission de France Culture, on m'avait invité pour rencontrer un lecteur qui avait lu ce livre parce qu'il voulait comprendre Thomas Mann. C'était pas un musicien. Et dans Thomas Mann, il y a des analyses musicales de Dr. Faustus, de Beethoven et autres, c'est sur la vie de Schoenberg, et sans le dire. Et donc, je me dis, ce gars-là, il a lu mon livre parce qu'il voulait comprendre Thomas Mann, c'est extraordinaire. Et des choses comme ça, il y en a eu dans toutes les éditions. Quelqu'un qui publie sur Facebook, dans les favelas de Medellín, il a la version. Il est en train de regarder ce livre, parce qu'il a été traduit en espagnol. Donc voilà, c'est un truc incroyable, quoi. Tu as écrit des manuels donc, très analytiques, très structurels, enfin de structure et tout, mais tu as aussi écrit un roman. Tu peux nous en dire un petit peu sur ça? Oui, j'ai écrit un roman, je crois que c'était, je me rappelle bien, en 2013. Alors, ça parle un peu de musique, mais c'est un vrai roman policier, avec une intrigue, avec je pense, des surprises à la fin. Enfin, c'est le lot de tous les romans policiers, hein. C'est pas tout à fait ce qu'on imagine qui se passe à la fin. Et c'est une réflexion aussi sur l'œil et l'oreille. Et donc, moi j'ai vraiment fait une de mes règles d'utiliser l'œil souvent pour aider l'oreille. Donc j'ai fait plein de vidéos d'explications de musique. Et là, je me suis amusé à inventer un objet que j'ai appelé l'holomusicogramme. Ça fait beaucoup rire mon fils qui se moque de moi. Et donc, cet holomusicogramme, il y a des holomusicologues. Et donc, on utilise toute la technique des hologrammes pour créer des représentations du déroulement formel des œuvres. Et il y a un dérapage dans le roman, c'est que cette chose qui, au départ, a un objet fonctionnel, c'est-à-dire le but, c'est de mieux écouter et comprendre la musique, ça devient des objets d'art. Et il se commence à y avoir un trafic des holomusicogrammes, on veut trouver les premiers, etc. Voilà. Et donc c'est une des bases de cette histoire. Ça permet aussi de rentrer dans les luttes un peu fratricides dans la musique contemporaine, qui sont aussi un des objets de ce roman. Il venait y avoir... je l'ai écrit avant ça, mais avant cette histoire, tout le monde a dit « tu as écrit ça à cause de ça ». En fait, je l'avais écrit avant, je l'avais vu venir. Il y a eu au Collège de France une très grande scène où il y a eu une communication qui s'appelait l'atonalisme et après. Et en gros, avec une démolition en règle, tout ce qui s'était écrit d'un peu novateur en musique au XXe siècle.
avec une très grande mauvaise foi, mais avec beaucoup de brio par contre. Et donc voilà, j'avais envie de faire une petite réponse aussi à ça. Donc il y a des débats dans ce roman. Voilà. Normalement, si tout va bien, un jour je trouverai un éditeur pour la suite. Le même, alors complètement différent. Là, c'est dans le monde des neurosciences. Donc c'est le même enquêteur qui se retrouve dans le monde des neurosciences et de la musique. Et ça, c'est un domaine aussi qui me fascine absolument aussi. C'est tout ce que nous apprennent aujourd'hui les neurosciences. Ça pareil, on ne connaissait pas du tout. On recommence à créer des termes, des notions d'universaux. C'était une chose qui était totalement interdite avec la décolonisation, etc. L'idée d'universalisme, c'était une idée qui était un petit peu mise en danger. Finalement, l'étude du cerveau humain, et toutes les civilisations ont quelque chose qui est la musique, même s'ils ne l'appellent pas forcément musique. Voilà, donc c'est aussi un domaine que je creuse un peu dans le second roman. C'est une autre façon de me poser toujours les mêmes questions. Wow. Bon, voilà, à lire. Et Claude, du coup, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui a peur de se lancer dans la musique, qui aimerait découvrir ça, mais qui ne se sent pas légitime, qui a peur que ce soit trop dur, bon, à part lis mon livre. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens voilà, qui s'intéressent à la musique classique et qui n'osent pas se lancer? Alors déjà, de ne pas être trop sage. Parce que moi j'ai vu ça et j'ai presque envie de dire ça empire pour certains, c'est la peur d'improviser. Et jouer un morceau, c'est bien. Inventer, c'est mieux. Enfin, c'est pas forcément le résultat, mais le plaisir que ça produit. Donc, moi j'avoue que j'ai commencé la musique, j'avais une guitare, j'écrivais des chansons. Je ne reproduisais pas quelque chose qu'on me disait de faire. Après, j'ai appris à le faire, j'adore interpréter une partition. C'est un plaisir extraordinaire. Mais la musique, c'est pas que ça, c'est aussi d'être spontané, de dire bah, tiens, je suis énervé. Puis j'ai des souvenirs, je suis sûr que tu as vécu ça aussi, avec mon fils, où on se mettait au piano tous les deux, il avait 2 ans et 3 ans. On inventait des histoires, on tapotait, on essayait de faire des choses qui exprimaient l'histoire. C'est des moments extraordinaires, ça n'avait ni queue ni tête musicalement. Mais on s'amusait, et puis ça a fait de mal à personne. Donc je dirais déjà, savoir que tous les compositeurs classiques, ils ont commencé par faire n'importe quoi, comme nous, ça rassure. Et après, ils vont l'organiser, ils vont le raffiner, mais sentir la liberté derrière l'objet fini. Et non pas être paralysé par cet objet en se disant c'est quelque chose d'intouchable auquel je n'aurai jamais accès. Voir ça vraiment comme... je reconnais qu'ils sont impressionnants certains, mais malgré ça, c'est vivant, c'est un art vivant, et il y a des compositeurs jeunes qui écrivent des choses. Allez écouter les concerts de l'IRCAM, il y a les concerts du Cursus, c'est formidable. Vous verrez plein de jeunes passionnés qui essayent des choses à l'instrument, qui composent. Et il y a plein de choses qui se passent en musique aujourd'hui. Il y a vraiment un de mes anciens élèves, il a mis 10 ans à construire un instrument. Il a créé un ensemble qui s'appelle les Insectes. Écoutez Bastien David. Regardez, allez chercher Bastien David sur Internet, il est tout jeune. C'est un instrument, c'est un métallophone circulaire. Il faut 7 percussionnistes pour le jouer, tellement il est grand. Parce que chaque instrument, c'est une seule octave, divisé en 16e de ton. Et donc ça lui a pris 10 ans pour faire construire les lames, pour avoir l'immense instrument en 16e de ton. Il a un ensemble qui s'appelle les Insectes, qui sont 7 magnifiques percussionnistes. Mais c'est une musique, on croit que c'est la musique électronique, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais entendu ça. Par moments, ils tournent autour de l'instrument en faisant des glissandos, on a l'impression qu'on est dans un... Mais parfois, ils sont tous sur la même octave en faisant... C'est extraordinaire. Voilà. Bon, c'est pour donner un exemple de jeunes qui font des choses qu'on n'imagine pas. Et alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on imagine de la musique. C'est une vraie aventure sonore. C'est un nouveau monde. Il explore quelque chose que personne n'a fait avant lui. Voilà. Donc, soyez curieux, allez voir les jeunes, parce que c'est bien d'aller voir les morts, mais... Je suis méchant. Voilà. Non, mais t'as raison. Mais il y a plein de monde, et puis c'est vraiment... Il y a des bonnes surprises. Des mauvaises, je le reconnais. Mais si on part du principe qu'on va avoir une mauvaise surprise, on ne fait rien. Curiosité.
Ce sera le mot. Et vraiment un grand merci à toi, Claude, d'avoir partagé déjà toute ta carrière, tes inspirations, tes nombreux livres. Ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et vraiment, j'encourage toute la communauté à aller explorer ton univers. Et puis voilà, un grand merci pour tout ce que tu apportes au monde de la musique. Eh bien, mille merci pour cette invitation, c'était un grand plaisir. Quant à vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo parce que Claude ou moi serons, comme d'habitude, ravis de vous répondre. Ciao à tous!